Hitler appréciait autant son fabuleux butin de guerre que sa conquête territoriale. Le pillage organisé d'œuvres d'art inestimables, de biens personnels et de trésors nationaux du continent a été le vol le plus fantastique de l'histoire. Le trésor de guerre des nazis est le sujet de cet épisode de Secrets de guerre. Chaque guerre de l'humanité a été à l'origine de pillages. Aucun n'a toutefois été aussi important, aussi bien organisé que celui orchestré par l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dès son élection démocratique en 1933, Adolf Hitler et ses lieutenants du parti nazi se sont servis de leur pouvoir pour s'enrichir personnellement. Hitler contrôlait l'Allemagne d'une main de fer, permettant au régime nazi de détruire et d'exproprier ses ennemis. Son système organisé de pillage fut le présage des exactions du Troisième Reich et ouvrit la voie au génocide des Juifs et d'autres peuples à travers l'Europe. Les SS de Himmler mirent en place un processus d'enrichissement des chefs du régime. Les activités de la SS devaient s'autofinancer. La source majeure des revenus devait provenir des propriétés des ennemis du Troisième Reich. Malgré la menace réelle et imminente de sanctions sévères, quelques Allemands, essentiellement des Juifs, des industriels anti-nazis et quelques politiciens de l'opposition, se tournèrent vers les banques suisses pour cacher et protéger leurs biens de l'expropriation nazie. Les banquiers suisses ont joué un grand rôle, et je ne parle pas seulement de la Banque nationale suisse. Des banques commerciales savaient pertinemment lesquels de leurs clients d'origine juive avaient des biens saisissables. Il arrivait quelquefois que l'un d'eux entre avec des hommes rablés aux costumes mal coupés, des officiers ou des gardes SS. Un retrait rapide des biens était effectué. Il s'agissait très souvent d'extorsion pure et simple. Pour violer ainsi la loi, Hitler avait besoin de complicité au sein de la communauté bancaire suisse. Ce qu'on voit dans l'évolution des relations économiques entre l'Allemagne et la Suisse pendant les années 30 et 40, on voit que l'Allemagne était traditionnellement le partenaire économique le plus important. Les institutions financières helvétiques étaient depuis longtemps très liées à l'économie allemande. Elles lui avaient accordé plus de prêts qu'aux autres pays occidentaux. Avec la montée du bolchevisme dans les années 30-40, elles devinrent de plus en plus attrayantes comme lieu de dépôt pour les clients allemands. Alors que la Suisse cherchait à étendre son système de prêts à toute l'Europe, ses relations avec l'Allemagne augmentaient. Je dirais que dans une première partie, avant la défaite française, les relations de la Suisse étaient relativement équilibrées entre ses voisins, bien qu'au point de vue économique, le poids de l'Allemagne ait toujours été
plus important que les autres puissances. L'appropriation des biens des Juifs et autres ennemis du Troisième Reich ne servait pas uniquement le bien public, mais allait aussi tout droit dans les poches de l'élite nazie. Le professeur Jean Ziegler, membre du Parlement suisse, est souvent controversé pour son franc-parler. En mettant de l'argent de côté pendant la guerre, ils devinrent millionnaires. Je veux dire qu'ils avaient véritablement une logique de gangsters. Ils ne commettaient pas seulement des meurtres, c'était un régime de crime organisé. Les actions, les obligations et les bijoux n'étaient pas les seuls à être volés aux victimes du Reich. Il y avait aussi les œuvres d'art. Les Allemands utilisaient les trafiquants d'art suisses pour les aider à écouler leurs gains. Certains étaient engagés pour vendre ce que les nazis appelaient de l'art dégénéré. Dans l'idéologie allemande, tout ce qui n'était pas de l'art classique était dégénéré. Mais comme ils étaient avant tout des bandits, ces idéologistes modernes connaissaient très bien la valeur de ces objets sur le petit marché international qu'était la Suisse, où ils en vendaient ainsi beaucoup. L'écrivain Hector Feliciano, basé à Paris, s'est consacré à la recherche de l'art français disparu. Hitler avait un tel goût pour l'art qu'il voulait, et il l'a projeté tout au long de son action, créer, développer un grand musée à Linz, la ville où il avait vécu adolescent. Il le voulait immense pour en faire un musée européen. Il était censé restructurer toute l'histoire de l'art, selon le point de vue allemand. Hitler se concentrait sur son musée, qu'il n'a d'ailleurs jamais construit, mais il avait aussi d'autres projets pour le reste de l'Europe. Les pillages commis par les nazis en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie avant le début de la guerre avaient été très profitables. L'Europe entière serait bientôt livrée au saccage. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, marquant le début de la Deuxième Guerre mondiale. La face de l'Europe et l'histoire du monde en furent à jamais modifiées. Alors que la guerre totale faisait rage en Europe, un pillage économique systématique et choquant s'instaurait. L'occupation et le financement de la guerre coûtaient cher à Hitler, et il avait besoin de capitaux supplémentaires pour permettre l'extension du Reich. Hitler avait deux problèmes. Même à l'apogée de son pouvoir, il dépendait du marché mondial pour l'approvisionnement du matériel stratégique destiné à la Wehrmacht et à la SS. Il devait acheter du pétrole, du chrome, aux pays autres que ceux qui l'occupaient. Il avait besoin d'argent convertible. Il vola donc l'or des 11 pays envahis. Hitler avait déjà en vue, même avant le début de la guerre, les réserves d'or des pays que son armée occupait. Les officiels de la Banque du Reich, banque centrale allemande, suivirent rapidement les troupes en Autriche et en Tchécoslovaquie pour dépouiller leurs trésors nationaux. Une fois que la guerre eut éclaté, l'or appartenant aux banques centrales du reste de l'Europe devint l'objectif d'Hitler. De nombreuses richesses étaient disponibles pour financer la guerre du Troisième Reich. Le vol de l'or ne fut que la première phase. Il fallut ensuite le blanchir. Les Suisses ne se contentèrent pas de prêter de l'argent aux nazis et à leur régime de marionnettes. Ils les aidèrent également dans le pillage des trésors nationaux, c'est-à-dire les banques centrales des différents pays occupés, que ce soit la Tchécoslovaquie, la Pologne, le Luxembourg, la Belgique, et la liste n'est pas exhaustive. La Banque du Reich suivait la Wehrmacht et l'armée allemande dans les grandes villes et les capitales, se rendait rapidement à la Banque centrale dans l'espoir d'y trouver les réserves nationales et les stocks d'or, et se les appropriait tout simplement et les envoyait en Allemagne. L'or des trésors nationaux de l'Europe ne fut pas le seul à enrichir la Banque du Reich. Les communautés juives des territoires orientaux furent liquidées.
tout ce qui appartenait à ces gens fut d'une manière ou d'une autre transformé en liquidité. Les victimes des camps de concentration furent dépouillées de leur dignité, de leur vie et même de parties de leur corps dans la mesure où les nazis en avaient l'utilisation. Ils tiraient profit de tout, que ce fût de l'esclavage dans les usines d'armement et même des cheveux humains utilisés dans la fabrication des sous-marins. Il se conduisait de manière tellement révoltante. Personne n'aurait pu envisager ce type d'approche mercantile de la mort. Leur idée était d'exploiter jusqu'au bout toute propriété. On pourrait dire qu'une de leurs raisons de persécuter les Juifs était de leur prendre tout ce qu'ils possédaient. C'étaient des bandits et, de plus, des bandits organisés. Quant à Hermann Göring, c'était un bandit qui avait à sa disposition une armée de bandits. Il volait l'or jusque dans les camps de concentration, les dents, les plombages, les bijoux, et tout cet or partait pour Berlin. Il le fondait, le reconditionnait, le marquait de la svastika et l'envoyait en Suisse. Au printemps 1940, le Troisième Reich avait des vues sur le front occidental. Après le Benelux, la France tomba rapidement. Ils entrèrent dans Paris en été 1940 et en quelques jours, ils eurent déjà une liste de quelques-uns des collectionneurs juifs les plus importants. Il faut se souvenir qu'à cette époque, Paris était le centre mondial de l'art. Sur ce plan, New York et Londres n'existaient pas encore. Ils virent cet énorme marché de grands collectionneurs, de commerçants, et en l'espace de 2 à 3 jours, prirent possession de 15 ou 16 galeries. Les camions faisaient des allers-retours incessants avec la salle du jeu de paume, qui servait de dépôt à toutes les œuvres d'art. À l'intérieur, un personnel composé d'une 60aine de personnes, historiens d'art, experts, photographes, faisait l'inventaire. Une partie des œuvres était envoyée en Allemagne, une autre en Suisse, où elle était vendue. Dans la France en guerre, sous le régime de Vichy, de nombreux officiels du gouvernement et des collectionneurs d'art étaient avides de trafiquer avec le Troisième Reich. Il faut savoir qu'à Paris, plus grand centre artistique du monde, la clientèle internationale, anglaise, américaine, n'existait plus. Les Allemands la remplaçaient. Les marchands d'art voulaient vendre. Ils voulaient ardemment collaborer. Nombre d'entre eux compris que toutes ces collections pillées arrivaient sur le marché et se sont dit « Si je ne vends pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place ». Il n'y avait là aucune idéologie, aucune morale. Malgré la complicité de nombreux marchands d'art, propriétaires de galeries, agents et officiels du gouvernement, quelques actes héroïques sauvèrent certains trésors artistiques des nazis. On dit que certains domestiques des Rothschild parvinrent à cacher des œuvres d'art. Il y en eut même qui cherchèrent des solutions compliquées pour les sauver. Une des demeures des Rothschild fut investie par un adjoint de Göring, le général Hansen. Un domestique des Rothschild resta dans la maison pour sauver une partie des objets. Ce dernier avait un cousin pompier. Il l'appela et ils simulèrent un feu à l'une des entrées. La demeure avait 2 portes. Les soldats allemands en charge de la garde de la maison essayèrent d'éteindre le feu avec les pompiers. Entre-temps, le domestique et son cousin sortirent les pièces inestimables d'argenterie et autres joailleries. Malgré ces actes héroïques, le pillage se poursuivit inchangé. Il parcourait de grandes distances pour s'emparer des pièces d'art que Göring, Goebbels ou Hitler désiraient. Ils ne respectaient aucune règle, considérant que s'emparer de tout ce qu'ils pouvaient était leur droit.
Des gens comme le Feldmaréchal Göring étaient tout simplement insatiables quand il s'agissait d'art. Göring était très intéressé car il voulait étendre sa collection personnelle. Pendant la guerre, il demanda au ministère des Finances s'il pouvait avoir de l'argent, des devises étrangères. Celui-ci lui répondit « Nous sommes en pleine guerre, nous ne pouvons vous en donner ». Il eut alors l'idée d'utiliser les fruits du pillage stockés au jeu de paume et il commença à les vendre et à les échanger. Pour envoyer tout ça en Suisse, il fit appel à la valise diplomatique afin d'éviter la douane. En tant que pays neutre, la Suisse fut respectée et soutenue pendant toute la durée de la guerre. La Suisse a non seulement blanchi l'argent volé par le syndicat du crime nazi, mais elle a aussi prolongé la guerre. Walter Fox, ministre de l'économie du Reich et président de la Banque du Reich, possédait des documents très clairs stipulant que, sans la Suisse, nous n'aurions pas tenu plus de 2 mois. Pour quelles raisons les Suisses se sont-ils impliqués dans tant d'activités illégales du régime nazi? L'une d'elles était la constante menace d'invasion. Depuis qu'Hitler avait envahi la Sarre, l'Autriche puis la Tchécoslovaquie en mars 1939, il craignait que les germanophones de leur pays soient la prochaine cible. Le haut commandement nazi avait effectivement envisagé, les années suivant ces différentes annexions, une invasion totale de la Suisse. Chaque soir, lorsque j'allais me coucher, je me demandais ce qui allait se passer le lendemain matin. Serions-nous envahis? Tôt le matin du 25 juin 1940, quelques heures après l'entrée en vigueur de l'armistice, le haut commandement de l'armée allemande ordonna de préparer l'invasion de la Suisse. Le plan top secret exigeait l'anéantissement de la résistance suisse et le partage du pays avec l'Italie. L'Allemagne prendrait les 4/5 nord du pays et Mussolini occuperait la région restante au sud d'une ligne partant à l'est du lac de Genève. Cependant, l'opération Arbre de Noël ne prit jamais corps et la machine de guerre allemande se focalisa sur d'autres régions d'Europe. L'été 1940 se terminait et Hitler avait d'autres priorités. Il faut se souvenir que la Suisse était un pays enclavé, complètement dépendant des pays environnants pour l'approvisionnement en pétrole et autres fournitures essentielles. Hitler décida finalement que ça lui coûterait trop cher de l'envahir et de l'occuper. Il finit par obtenir la majorité de ce qu'il voulait, avec les pressions que l'Allemagne était à même d'exercer. La crainte de l'invasion ne s'effaça toutefois jamais. La presse allemande rappela officiellement à la Suisse en 1942 qu'elle faisait originellement partie du Reich. Hitler surnomma le pays neutre un bouton sur le visage de l'Europe. Malgré ces menaces, la Suisse tenait à sa neutralité et était prête à se battre pour la conserver. C'était un pays montagneux idéal pour lancer des attaques de guérilla. Il n'était pas facile à conquérir. Après la défaite de la France en juin 1940, le général suisse Henri Guisan fit appel à ses officiers supérieurs pour définir une stratégie défensive contre l'invasion nazie. Pour se défendre, les Suisses auraient pu faire exploser les tunnels du Simplon et du Saint-Gothard, provoquant ainsi la fermeture de la principale route de transit pour l'approvisionnement des Allemands et l'acheminement des armes vers l'Italie. Une armée d'ingénieurs aurait alors été nécessaire pour reconstruire les tunnels, tâche déjà difficile à n'importe quel moment, a fortiori sous les attaques des partisans. L'armée suisse aurait alors pu se retirer dans ces forteresses montagneuses, pratiquement impossibles à bombarder, même par la puissante Luftwaffe.
La tradition voulait qu'en Suisse, le système défensif soit un service militaire armé. Basé dans les Alpes et difficilement accessible, à la différence de la Hollande, plat pays difficile à défendre. Malgré cette stratégie défensive, une invasion nazie aurait finalement eu raison des forces du général Guisan. Les Suisses disaient à l'époque qu'ils ne faisaient pas le poids contre les nazis, leur armée et leurs forces aériennes, et que si les Allemands n'aimaient pas ce qu'ils faisaient, ils seraient leurs victimes, comme le reste de l'Europe. La neutralité persistante de la Suisse continuait à troubler Hitler. En 1943, l'armée étant sur la défensive, il resserra les rangs dans les régions qu'il contrôlait de manière sûre. La Suisse restait son talon d'Achille. Les Allemands craignaient que si les Alliés envahissaient l'Europe, la Suisse leur ouvre le passage vers leur pays. Les services secrets allemands révisèrent donc leur plan en vue d'une occupation préventive. Alors qu'Himmler et ses SS étaient enclins à occuper la Suisse, les généraux d'Hitler et ses conseillers économiques eurent gain de cause en s'élevant contre une telle action. Nombre d'entre eux avaient en effet leur fortune bloquée dans des banques suisses en violation de la loi allemande et voulaient que le secret en soit préservé. Cette situation stratégique précaire favorisa la neutralité de la Suisse. Le mythe de la neutralité suisse existait avant la guerre et il a continué après. Je pense pour ma part que les Suisses l'ont entretenu en faisant de leur mieux pour rester en dehors de toute controverse. Les racines historiques de la neutralité suisse remontent à sa politique intérieure du XVIe siècle. Les chefs régionaux n'étaient en effet admis dans la Confédération helvétique qu'après s'être engagés à rester strictement neutres en cas de différend entre États confédérés. En 1511, les Suisses choisirent d'apaiser la France et l'Autriche en ne participant pas à leur conflit. La neutralité est un mensonge. Tout d'abord, la Deuxième Guerre mondiale n'était pas n'importe quelle guerre, une parmi les milliers de conflits de la très longue histoire de notre continent. C'était un crime contre l'humanité. C'était un combat entre la civilisation et la barbarie. Et Hitler n'était pas seulement un chef d'État ou un général faisant la guerre à quelque autre pays. Il était l'incarnation même du mal. C'était un assassin de masse. Son régime était criminel de la base au sommet. Rester neutre dans une telle situation, quand l'humanité lutte pour sa survie, est une attitude criminelle. C'est totalement intolérable. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le pays dans l'ensemble s'est enrichi. Si vous voulez, il a eu l'immense privilège de n'être pas envahi, d'avoir pu vivre relativement normalement par rapport à ses voisins. Les banques suisses gagnèrent énormément d'argent grâce à leurs relations avec le Reich. Leur puissance planétaire d'aujourd'hui provient de la Deuxième Guerre mondiale. Leurs relations d'affaires avec Berlin étaient tellement profitables que lorsque le directeur de la sécurité du Reich demandait quelque chose, elles avaient tendance à obtempérer pour ne pas les mettre en péril. En prétendant que la Suisse était vraiment neutre, les Alliés ont aussi collaboré, et ce pour une simple raison, ça les arrangeait. La Suisse fournissait en effet des sites pour des échanges diplomatiques, la collecte de renseignements et des affaires financières entre les Alliés, l'Axe et les pays neutres. Alan Dulles dirigeait à Berne la branche européenne de l'OSS, précurseur de la CIA. Son bureau suisse était la principale source de renseignements en Europe pour les Alliés. Un autre atout évident pour les Alliés était leur confiance dans le comité de la Croix-Rouge, basé en Suisse, qui protégeait les aviateurs tombés au-dessus de l'Europe centrale.
Les réseaux d'espionnage allemands en Suisse étaient très sophistiqués. Les nazis utilisaient les services de résidents allemands en Suisse et les Helvétiques ne pouvaient pas faire grand-chose contre, de crainte de provoquer et de se mettre les Allemands à dos. De plus, pendant ces temps troublés, les banques suisses fournissaient une médiation financière aux Alliés. La petite banque suisse privée, propriété d'une famille juive, la banque Julius Baer, venait en aide à l'OSS en s'occupant de l'organisation de nombreuses opérations. Les Alliés eux-mêmes faisaient des affaires en Suisse. Il faut se rappeler qu'Allen Dulles était basé à Berne et que par l'intermédiaire des banques suisses, il finançait la résistance française. De telles actions attestent du sentiment anti-nazi qui régnait chez les Suisses. Je pense que 90% des Suisses étaient opposés à Hitler. La résistance contre l'Allemagne nazie et ses racines mêmes était plutôt plus forte en Suisse que dans de nombreux pays pour une raison historique toute simple. La Suisse avait été créée contre l'Empire germanique. La Suisse n'était pas la seule à faire des affaires avec les Allemands. D'autres pays neutres ont coopéré avec Hitler, et plus particulièrement la France de Vichy. La Turquie a acheté l'or nazi ainsi que la Suède. L'Espagne de Franco avait envisagé d'entrer en guerre aux côtés des puissances de l'Axe, mais ne put se mettre d'accord avec Hitler sur le butin qui suivrait la victoire. Franco aidait par contre l'Allemagne en achetant, par l'intermédiaire de la Suisse, de l'or volé dans les trésors nationaux européens. Le Portugal de Juan Antonio Salazar gagna aussi de l'argent, toujours par l'intermédiaire de la Suisse, en faisant des affaires avec l'Axe. L'Argentine de Juan Perón, enfin, qui est devenue un havre pour les nazis après la guerre, résonnait des rumeurs de sous-marins venus livrer de l'or dans le port de Mar del Plata. Les banques centrales d'Espagne, du Portugal, de Suède ou de Turquie disaient « Nous ne voulons pas traiter directement avec la Banque du Reich ». La Banque nationale suisse, banque centrale, servit donc de chambre de compensation et vendit l'or à des tiers. Quand la situation s'est retournée contre les Allemands à la suite de leur défaite de Stalingrad, leur féroce appétit de capitaux et de propriétés s'est poursuivi. Même proche de sa fin, Hitler continuait à être obsédé par les trésors artistiques volés. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en pleine guerre, en pleine persécution, en pleine défaite physique et psychologique, en écrivant son testament à la fin de la guerre, Hitler parlait encore et toujours de sa collection. La guerre était devenue la seconde priorité d'Hitler et des SS. Leur armée vaincue, les nazis accélérèrent leur quête de butin. De nombreux intermédiaires financiers suisses désiraient aider à blanchir et à cacher les fruits du pillage nazi. La Suisse accordait beaucoup de crédits gouvernementaux au Reich, tout en fabriquant le matériel de guerre pour l'armée allemande. Nous n'arrêtions pas de produire et de fournir au Reich des locomotives, des armes, des instruments de précision et d'optique, et prolongions la guerre. L'entrée en guerre des États-Unis et l'impossibilité de l'Allemagne d'obtenir une victoire décisive sur l'Union soviétique obligèrent la Suisse à paraître plus neutre qu'elle ne l'était réellement devenue. Cette image de neutralité était d'autant plus difficile à modifier que les forces allemandes encerclaient toujours la Suisse
et que certaines banques continuaient à blanchir l'or pillé et à accepter les dépôts secrets des chefs nazis. Avant que les États-Unis n'entrent en guerre, leur département de l'économie appliqua en 1941 une politique destinée à réduire l'aide économique suisse au Troisième Reich. Les sociétés helvétiques suspectées de faire des affaires avec les nazis furent mises sur liste rouge et leurs avoirs gelés aux États-Unis. Il est important de souligner que, contrairement à d'autres pays neutres qui ayant commencé à comprendre vers la fin 1942 et début 1943 que la bataille de Stalingrad marquait le début de la fin et qu'après tout, l'Allemagne ne gagnerait peut-être pas la guerre, ils avaient ralenti leurs relations avec les Allemands. La Suisse, elle, répugnait à le faire. Elle continua encore et encore jusqu'en 1943, malgré les victoires spectaculaires des Alliés en Afrique du Nord et malgré la chute de Mussolini en Italie. Elle a continué et elle s'en est très bien tirée. Les États-Unis étaient déterminés à mettre un terme au trafic de l'or pillé des pays neutres. Ils signèrent des traités internationaux et des déclarations avec les Alliés, stipulant que les titres de propriété ou autres biens obtenus grâce au pillage économique ne seraient pas reconnus après la guerre. Les agents du département du Trésor américain procédèrent à une chasse mondiale vigoureuse connue sous le nom de « Opération Refuge sûr » pour découvrir, contrôler et empêcher la vente et la disparition des possessions et valeurs de l'Allemagne une fois la guerre terminée. Il subsista toutefois un soupçon concernant les chefs nazis qui auraient survécu et qui auraient utilisé leurs fonds secrets déposés dans des pays neutres pour créer un quatrième Reich. C'était le principal souci en 1945, s'assurer que l'Allemagne nazie ne revivrait pas avec l'aide de ressources déposées dans des banques suisses. Le 10 août 1944 se tint à Strasbourg une mystérieuse conférence organisée par les nazis pour préparer le quatrième Reich avec ou sans Hitler et pour assurer la fuite des principaux criminels de guerre. Le butin pillé par les nazis pendant 5 ans de guerre et 12 ans de dictature s'était alors répandu dans l'Europe entière. Une partie fut même retrouvée en Amérique du Sud. Quand les Alliés capturèrent les forces militaires allemandes en déroute, ils trouvèrent des cachettes à travers toute l'Allemagne et l'Autriche. On y découvrit des bijoux, de l'or, des œuvres d'art, de la joaillerie, des licences industrielles et autres objets volés. Pendant les derniers jours de la guerre, les troupes américaines découvrirent des réserves d'or dans les mines de sel de Merkers et dans le camp de concentration de Buchenwald. L'or de Merkers et d'autres sources nazies fut évalué à 200 millions de $. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France constituèrent une commission pour décider comment redistribuer l'or aux pays dont les banques centrales avaient été pillées. La question se posa alors de savoir comment répartir l'or volé aux 10 banques centrales d'Europe, estimées à cette époque à 621 millions de $. L'attention se focalisa alors sur la Suisse. Les Alliés ne purent s'entendre sur une stratégie commune pour régler le problème. La Grande-Bretagne et la France avaient besoin de crédits et de prêts nationaux pour redémarrer leurs économies d'après-guerre. Les États-Unis s'inquiétaient de ce que les autres pays d'Europe en ruine risquaient de tomber sous la coupe du communisme. Il fut même question que la Suisse commence à acheter l'or sibérien de Moscou, important avec lui les sphères d'influence communiste. En outre, le gouvernement américain était en pleine mutation.
Truman était au pouvoir et la guerre froide commençait à peine. En mars 1946, la Suisse fut violemment accusée de complicité avec Hitler, mort depuis 1 an. Les Alliés dirent « Maintenant, vous allez rendre des comptes. Vous allez expliquer votre attitude et rendre l'argent volé, et tout particulièrement l'or des nazis. » La négociation dura 68 jours, jusqu'en mai 1946. Et la Suisse a menti, je suis désolé de le dire, elle a menti de la manière la plus cynique qui soit. Pourquoi devrions-nous donner réparation? Nous ne voulons pas. Nous sommes neutres, nous n'avons jamais été alliés à quelque partie prenante dans le conflit. Pourquoi devrions-nous donner réparation? L'accord de Washington entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France pour le compte des Alliés et la Suisse fut signé en mai 1946. Le gouvernement helvétique accepta de restituer 250 millions de francs suisses, soit environ 52 millions de dollars valeur or aux Alliés, pour les distribuer aux banques centrales pillées par les nazis, en échange de voir retirer et jamais admettre dans le futur toutes les plaintes nationales contre elles. L'accord de Washington n'attribua jamais ni culpabilité ni responsabilité à la Suisse, stipulant qu'elle apportait simplement sa contribution financière à la reconstruction économique de l'Europe. Après la guerre, quand ils eurent toutes les informations sur l'opération Refuge Sûr, les Alliés choisirent délibérément d'en ignorer un grand nombre en élaborant les traités avec la Suisse. L'accord de Washington était très important et ils choisirent de ne pas mettre la pression sur elle. Car même en sachant tout cela, à la fin de la guerre, la Grande-Bretagne et la France avaient besoin des banques suisses pour redémarrer leurs économies ébranlées. Ces deux pays insistèrent alors pour que les États-Unis n'utilisent pas les renseignements de Refuge Sûr pour punir la Suisse, ce qui lui permit de s'en tirer sans accusation de meurtre. Les livres de la Banque nationale suisse et de la Banque internationale de règlement, autre organisme basé en Suisse, associé dans le blanchiment de l'or des nazis, n'ont jamais été ouverts aux Alliés. À ce jour, seuls quelques banquiers suisses savent combien d'or volé a été blanchi dans leur pays. L'argent rendu par la Suisse aux Alliés n'incluait pas celui extorqué aux particuliers. Un amendement joint à l'accord de Washington stipulait que la Suisse devrait faire le maximum pour leur restituer l'argent déposé avant et pendant la guerre. Mais rien ne se produisit pendant des années. Peu de choses ont été faites après la guerre pour les particuliers qui aspiraient à la restitution de leurs biens perdus, maisons, possessions personnelles et œuvres d'art. Le monde entrait dans l'ère nucléaire et les Américains se préparaient à une toute autre forme de guerre avec les Soviétiques, leurs anciens compagnons d'armes. La carte d'Europe fut vite partagée entre les deux blocs. Les Alliés n'ayant pas démontré leur volonté d'aider les particuliers, il n'est pas étonnant que le gouvernement suisse et ses banques commerciales en aient fait autant. La Suisse n'a pas vraiment porté attention aux réclamations des particuliers. Je veux dire qu'il y avait des gens, des survivants de l'Holocauste, qui revenaient en Suisse pratiquement sans papier, sachant que leur famille avait un compte en banque. Les banquiers leur demandaient méchamment « Avez-vous un certificat de décès ?» Et leur réponse était toujours la même. Auschwitz ne délivrait pas de certificat de décès. Les réclamations de biens personnels devinrent après la guerre un cauchemar bureaucratique. Même si le descendant d'une victime de l'Holocauste était en mesure de fournir un certificat de disparition,
L'employé lui demandait alors « Prouvez-moi que vous êtes le seul héritier et que les monstres SS ont tué toutes les familles, détruit tous les villages, les villes. » La deuxième preuve, vous ne pouviez jamais la fournir. Et c'est un déni de justice dû au secret bancaire que les banques opposaient alors aux clients. C'était un moyen très pervers d'appliquer une loi. Le gouvernement suisse et les institutions financières du pays se débattaient contre la tension qui se focalisait sur leurs pratiques bancaires pendant et après la guerre. Le retour des œuvres d'art volées par les nazis pendant l'occupation de la France ne fut pas chose facile. L'Europe de l'après-guerre étant au bord de la famine, les Alliés n'avaient pas sur leur liste de priorités la restitution des œuvres d'art volées par les nazis. Les Alliés ne partirent sur leurs traces et n'en apprirent sur elles que très lentement pendant la guerre. Mais ils n'en eurent vraiment une idée qu'après 44-45, une fois que Paris fut libéré. Ce n'est que là qu'ils se rendirent compte de tout ce qui avait été dérobé. La police officielle française était dans une phase de dénégation. Beaucoup de gens pensaient qu'il serait temps de parler après la guerre. Certains m'ont même dit « Vous savez, j'étais tellement content après la guerre, j'avais survécu. Je ne me souciais pas des problèmes matériels. Mais maintenant, ils comprennent que l'art n'est pas seulement une chose matérielle. Ça va au-delà, et ils essaient de le retrouver. » Ce n'est qu'après la fin de la guerre froide et la chute de l'Union soviétique que des efforts internationaux furent consentis pour mettre en évidence le manque de justice individuelle et demander réparation des crimes économiques survenus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 50e anniversaire de la fin de la guerre marqua un regain d'intérêt pour les biens personnels perdus, induisant un nombre impressionnant d'enquêtes et de découvertes en Europe. En 1995, le gouvernement autrichien restitua des œuvres d'art volées par les nazis, stockées pendant 50 ans dans un monastère à Mauerbach. La propriété en fut rendue à la communauté juive autrichienne qui, avec Christie's, organisa une vente aux enchères à Vienne en octobre 1996, dont les bénéfices furent remis à des organisations caritatives. Les banques suisses ont cependant été plus lentes à s'occuper de leurs activités nationales pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand le gouvernement américain commença à dépouiller les documents des services secrets militaires sur le rôle de la Suisse, de la Banque nationale suisse, des banques commerciales et de leurs intermédiaires financiers, la presse américaine, le Congrès mondial juif, le président Edgar Bronfman Sr. et le sénateur américain Alphonse D'Amato, président du comité de banque du Sénat, s'y intéressèrent de près. Bronfman Sr. et le sénateur D'Amato accusèrent le gouvernement et l'industrie bancaire suisse d'avoir profité de l'Holocauste et d'avoir détourné des comptes d'une valeur estimée à 7 milliards de dollars. Certains crurent ces estimations exagérées. Je serais très soupçonneux envers quelqu'un qui affirmerait avoir en sa possession le décompte précis en milliards de dollars ou en francs suisses des biens volés aux Juifs ou aux pays occupés. Ou bien encore envers quelqu'un qui affirmerait qu'il est possible de connaître l'inventaire précis des œuvres d'art volées. Je pense que les Juifs, après avoir apporté leur argent en Suisse, voyant arriver l'invasion des pays européens par les nazis, ont décidé de l'exporter en Angleterre ou aux États-Unis.
C'est la raison pour laquelle je répète, je suppose que les sommes concernées ne sont pas très importantes. Les événements politiques ont continué sans tenir compte de la valeur estimée des comptes bancaires dormants. Le Parlement suisse lança sa propre enquête en décembre 1996. Une commission d'experts fut nommée pour réétudier des monceaux d'archives pour déterminer le rôle de la Suisse dans le blanchiment de l'or nazi et des propriétés pillées. Il arrive très rarement qu'un Parlement adopte une loi à l'unanimité. Ce fut pourtant le cas dans les deux chambres. En Suisse, notre commission a, je pense, des bases politiques très solides. Je crois qu'à partir du moment où elle a été mise en place par le Parlement, les particuliers et les entreprises privées ont compris le message et que maintenant ils coopéreront volontiers avec nous. Il est très difficile d'évaluer la marge de manœuvre dont disposait la Suisse. Je crois que ça a dépendu beaucoup des périodes, mais enfin je pense qu'elle aurait pu faire plus. Et surtout, c'est un grand point qui pour moi est très préoccupant, je crois qu'elle aurait pu faire plus en matière d'accueil des réfugiés juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ici, elle avait quand même une marge de manœuvre qui me paraît assez évidente. Elle aurait pu faire mieux dans ce domaine. On ne peut pas, n'est-ce pas, à la fois être le pays de la Croix-Rouge, qui au fond projette de lui-même une image généreuse, et adopter une attitude de fermeture aussi importante que la Suisse l'a fait. Toute cette affaire était devenue pour la Suisse un cauchemar sur le plan des relations publiques. Vous savez, ils se sont assis sur leur pays, impénétrables à tout argument moral. Ils ont dit qu'ils étaient des gens à part, qu'ils étaient neutres, qu'ils ne se souciaient pas des guerres, de la misère. Ils ont fait des affaires avec tout le monde et avec M. Hitler. C'est le plus gros problème de la Suisse d'aujourd'hui. Le sort de milliers de grands chefs-d'œuvre reste encore un mystère. Il faut savoir qu'il manque encore 20% des œuvres d'art volées en France. Je pense qu'elles doivent être quelque part en Suisse. Si nous sommes assez patients, nous arriverons à les retrouver. Le point intéressant est qu'une fois pillées, elles disparurent pendant un certain nombre d'années. Mais comme par hasard, elles réapparurent en Amérique du Nord, parce que c'est là que se trouvait le marché. Une grande partie provenait de France, qui fut la plus pillée. Vous pouvez suivre leurs traces depuis l'endroit où elles ont été volées, jusqu'au jeu de paume, puis jusqu'en Suisse et aux États-Unis. Il serait paradoxal de penser qu'il existe des lois pour les butins de guerre. En effet, nous avons affaire à la guerre, qui par essence même est une entreprise immorale, car son objectif est de tuer autant de gens que possible, et, que ce soit des civils ou des militaires, ne fait aucune différence. Je sais que les nazis ne respectaient rien. Rappelons-nous que ces biens furent volés à une époque où des gens désespérés faisaient des choses désespérées. Parmi eux, il y avait les esprits les plus brillants du monde bancaire, utilisant leur énergie et leur talent à se couvrir. Affirmer maintenant qu'on ne peut pas revenir en arrière et fournir un décompte précis est, je pense, équivoque. Étant donné le temps écoulé depuis la Deuxième Guerre mondiale, la véritable perte économique est très certainement difficile à appréhender. Il n'y a aucune garantie de retrouver les biens de valeur dérobés aux particuliers européens par le Troisième Reich. De plus, se contenter d'attribuer une valeur financière à cette restitution serait une injustice vis-à-vis des victimes du nazisme.
Les méthodes effroyables utilisées par le régime nazi pour dépouiller l'Europe et son peuple de leurs œuvres d'art, argent, propriétés et autres biens sont devenues plus claires. Mais le montant précis de l'or nazi et autres butins de guerre restera à jamais un mystère.